Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Optimis TV. Vous le savez, Optimis TV, c'est l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes du métier de l'optique, ceux qui s'engagent et surtout ceux qui gardent le sourire malgré les défis du quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui incarne parfaitement l'esprit d'Optimis TV. Jean-Philippe Sayag, dirigeant de l'entreprise ACEP, qui depuis 30 ans révolutionne l'univers de l'optique grâce à la technologie et à l'innovation. De la prise de mesure à l'intelligence artificielle, en passant par une vision très engagée du métier d'opticien, Jean-Philippe a su faire d'ACEP un acteur incontournable en France et à l'international. Alors on va parler d'innovation, d'intelligence artificielle, d'avenir du métier, mais aussi de son parcours, de sa vie de chef d'entreprise, de ses convictions, bref, un échange riche, humain et inspirant. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. C'est parti pour un nouvel épisode d'Optimis TV. Merci à Lunettes pour tous de sponsoriser cette émission. Chez Lunettes pour tous, on a une mission claire, rendre la vue accessible à tous. Et cette mission, elle devient aussi la vôtre. Que vous soyez conseiller optique, monteur, chargé de clientèle ou encore manager, vous repartirez avec toutes les clés en main pour contribuer à notre mission commune et offrir une expérience de qualité à chacun de nos clients. Vous nous regardez peut-être sur YouTube, vous nous écoutez peut-être en podcast sur Spotify entre deux rendez-vous ou en train de faire votre footing. Dans tous les cas, pensez à vous abonner, activer la cloche et chaque semaine, nous vous envoyons une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime. Alors déjà, est-ce que le trajet a été bon? Oui, très très bon. Facile à trouver? Écoute, je crois qu'on met moins de temps pour venir à Lyon que pour aller à certains rendez-vous parisiens. Ah oui, c'est normal. Nous, on est assez proche du métro en général. C'est plutôt agréable. Alors, on va parler de toi, on va parler d'ACEP, on va parler du métier d'opticien, on va parler de plein de choses, de formation et d'engagement aussi. Tu nous as expliqué un petit peu et on va en parler. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'opticiens. La première question que je voudrais te poser, évidemment, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée d'ACEP? Alors, ACEP est né complètement par hasard. En fait, j'ai commencé, si je fais l'historique, j'ai commencé par faire maths sup et je voulais être ingénieur et j'ai failli intégrer une mauvaise école d'ingénieur. Et donc, j'ai décidé de tout plaquer et de faire une école de commerce. D'accord. Et j'ai toujours eu cette passion des mathématiques, de la trigonométrie. Je cherchais quand même un métier un petit peu scientifique. Je suis fils d'entrepreneur et mon père, à l'époque, vendait des systèmes de sécurité. Un jour, il vend un système de sécurité à un opticien et l'opticien lui dit « Mais c'est génial parce qu'en fait, les patients peuvent se voir alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se voir dans un miroir. » Je te rappelle que 94, il n'y avait pas de téléphone portable. Bien sûr. Et donc, comme ça, sur un coup de tête, on a décidé de créer la première machine à selfie. Une caméra, un écran de télé, 4 boutons, et ça a été un carton. Et c'est ce qui t'a inspiré à rentrer là-dedans, mais pourquoi dans l'optique en fait? Écoute, je crois que c'est l'opportunité. Au départ, je l'ai pris un peu comme un projet étudiant. Je fais un premier Silmo, je me dis on va voir, et à l'époque, en plus, j'avais un job aux États-Unis, donc je devais arrêter au bout d'un an. Finalement, j'ai pas ce job, et premier Silmo, j'ai des distributeurs en Angleterre, au Danemark, un petit peu partout, et je vends 300 systèmes en France. Énorme. Et donc là, je me dis, mais t'es bête ou quoi? C'est génial. Et en fait, j'ai découvert surtout un marché dans lequel tu n'as jamais envie de sortir. T'es tombé amoureux de ce marché, t'es attaché à ça? Oui, c'est un marché extraordinaire, qui est à la fois un marché de mode et un marché de santé. Ça n'existe pas ailleurs? Ça n'existe pas ailleurs, effectivement. Quand tu lances la première machine, comment elle s'appelle déjà? Ça s'appelle Optique Vidéo 4. Ok. Un nom... En fait, on avait 4 images. Okay. On utilisait un écran vidéo, un écran de télé à l'époque, donc Optique Vidéo 4. Tout simplement. Et d'ailleurs, les gens, au lieu de nous appeler ACEP, nous appelaient Optique Vidéo à l'époque. D'accord, parce qu'ils avaient l'habitude de vous appeler comme ça. Et je voudrais savoir, au moment où tu lances ça, est-ce que tu as des concurrents qui le font déjà? Ou est-ce qu'on peut dire que tu es vraiment pionnier dans la machine à selfie pour opticien, quoi? Alors, il y avait déjà 2 systèmes qui existaient. Un système japonais, mais qui était un produit très designé japonais, ça veut dire petits écrans, tu vois, un petit peu manga, on va dire, okay, dans le design. Et puis, il y avait un système allemand qui était à l'époque distribué par Megaoptik. Ces systèmes, c'était des systèmes qui existaient dans les années 90, qui étaient très coûteux. Et nous, on est arrivé avec une solution simple, efficace et pas chère. Et du coup, on a pris le marché. Depuis, c'était en quelle année ça? Ça, c'était 94. Donc depuis, évidemment, il y a eu d'énormes évolutions. Comment l'entreprise a évolué depuis ses débuts? Si on peut faire une sorte de résumé de l'évolution de l'entreprise, les grandes étapes, qu'est-ce qui a marqué l'entreprise? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que la société a été bénéficiaire et cash flow positif depuis le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait les moyens d'investir le chiffre d'affaires en R&D. Et depuis le début, on a investi entre 20 et 25% du chiffre d'affaires en R&D. On va en parler. Du coup, ce qui était important pour moi, c'était d'aller sur tous les salons tech, le CES, le salon de l'informatique. Et en fait, il y a eu pas mal de ruptures technologiques
heureusement, depuis les années 90. 1996, il y a le premier écran plat qui est sorti. On a été les premiers à les amener chez les opticiens. 97, l'écran tactile. On l'a amené chez l'opticien. 2010, la sortie de l'iPad. On a été les premiers à sortir une application iPad pour faire de la prise de mesure et des simulations. Et enfin, l'intelligence artificielle, on en parlera certainement plus tard. Eh bien, donc, on a été les premiers. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une idée et ne pas regarder la technologie, développer le produit qui nous semble être le meilleur. En fait, on ne peut pas demander aux opticiens de savoir quel va être le produit parfait parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais nous, grâce à ce sourcing, on est capable de découvrir et de s'inspirer de ces nouvelles technologies. Dans ton secteur, si tu n'es pas en alerte des nouvelles technologies, tu meurs. Oui. C'est ça l'idée? Oui. Ça, c'est ce que j'en comprends ou... Oui, c'est vrai. Et en fait, je vais te dire un truc. Quand une entreprise tient 30 ans, en général, elle a frôlé le dépôt de bilan au moins une fois. Et c'est amusant parce que la semaine dernière, j'étais à Vivatech. Et il y a le patron de NVIDIA, Jensen, qui a fait une très jolie keynote. Et dedans, il raconte qu'il a failli déposer le bilan dans les 5 premières années parce qu'il avait complètement loupé le virage 3D. Ok. Et en fait, une entreprise qui réussit est forcément une entreprise qui a failli déposer le bilan parce qu'elle est forcée de faire une erreur au moins une fois. Compris. Mais le but, c'est de ne pas la reproduire. Exactement. Et apprendre de ses erreurs. Exactement. Tu dis, j'investis 25% du chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'on a des convictions. Et en fait, alors j'ai failli être un mauvais ingénieur, mais par contre, en école de commerce, j'étais plutôt bon. Et je sais que l'investissement R&D d'aujourd'hui, les 20% d'investissement, c'est 20% de croissance de demain. Donc c'est simple, hein. Tu t'investis pas en R&D, tu fais des bénéfices, mais au bout d'un moment, tu te plantes. Compris. Si tu continues à investir, certes, tu fais moins de bénéfices, mais par contre, tu as de la croissance, et de la croissance soutenue. C'est une stratégie payante. C'est une stratégie payante. Comment ça se passe, un processus d'innovation, pour ceux qui ne connaissent pas? Comment on fait concrètement? Ça démarre d'une idée, de qui, de quoi? Comment ça se passe? C'est long? Tu peux nous expliquer un petit peu, pour décrypter un petit peu ça avec des mots simples? Alors, déjà, il y a une chose, j'ai raconté une histoire tout à l'heure où j'avais un concurrent, Méga Optique et le japonais. Et il y a deux choses qui sont importantes, c'est que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc ça veut dire que je parle souvent avec mes concurrents. Et on a pris ce marché très rapidement. Dans les années 2000, on avait pris le marché. Ça veut dire que les deux autres sociétés se sont plantées. Plutôt que de me réjouir, je les ai appelés parce que j'avais beaucoup d'affection pour eux. Et on n'est jamais content lorsqu'un concurrent disparaît. Et je connaissais leurs compétences. J'ai demandé à la société japonaise, écoute, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Toi, tu as le savoir-faire sur le marché japonais. A priori, j'ai un bon produit. Et donc, lui a distribué. Par contre, lorsque mon autre concurrent s'est arrêté, lui, il avait des développeurs Objective-C. Et Apple lance l'iPad et il fallait développer en Objective-C. Moi, je n'avais pas de développeur. Je dis, écoute, tu as une équipe de développeurs. Plutôt que de t'en séparer, travaillons ensemble. Ok, très bien. Et l'aventure a commencé en 2010 et on travaille toujours ensemble. Okay. Et donc, en fait, le process R&D, pour répondre à ta question, c'est un comité R&D où il y a un peu tout le monde. Il y a des avis d'opticiens qui interviennent. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait une réunion à l'usine, dans le Loiret. Il y a tous les développeurs qui viennent. Et puis, on a des témoignages d'opticiens de chaque filiale, mon ressenti sur les nouvelles technologies. Et on fixe une feuille de route. Maintenant, la R&D, c'est pas quelque chose de court-termiste. C'est-à-dire que le projet d'intelligence artificielle, j'ai assisté à une conférence en 2016 sur l'IA au CES. On a pris la décision à ce moment-là d'investir dans un produit IA. On a mis 8 ans à le sortir parce qu'en fait, on ne pense pas à la techno. Nous, on pense à l'expérience client et au produit qu'on veut sortir. La techno, ça suivra plus tard. Alors du coup, la question d'après va peut-être être une transition parfaite. J'allais te demander à quoi ça sert la technologie? C'est au service de quoi? Je raisonne comme ça parce que j'ai un mentor qui est Steve Jobs. Et tu peux me poser des questions sur beaucoup d'anecdotes. Il n'y en a pas beaucoup que je ne connaisse pas. Et on a un petit jeu avec pas mal de patrons dans l'optique et on essaye de se raconter une anecdote que l'autre ne connaît pas à chaque réunion. Mais Steve Jobs disait, vous devez commencer par l'expérience client et pas par la technologie. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, en fait, tu sais, je t'ai dit, j'ai failli me planter un moment. Je me suis planté parce qu'en fait, je regardais la technologie et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie, je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette nouvelle technologie sans penser à l'expérience client? Donc, parfois, tu sortais des trucs qui ne servaient à rien. Ça fait classe, mais ça ne sert pas. Oui. Et il y a eu le vrai move quand on a basculé en 2010 sur l'iPad. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a raison, Steve. On ne doit pas commencer par la technologie, on doit penser, mets-toi à la place de l'opticien, quel est le produit parfait? Alors parfois ça marche pas parce que l'intelligence artificielle, il a fallu attendre les puces A16 de Apple pour que ça puisse tourner. Mais c'est pas grave. Alors après, c'est toujours embêtant parce que tu as ton commissaire au compte qui te dit à la fin de chaque année, c'est quoi ce projet d'intelligence artificielle où ça fait déjà 4 millions d'euros que vous dépensez et il n'y a pas de revenus. Oui. Vous êtes en train d'essayer de cacher des pertes. Oui. Vous en faites pas, ça va sortir. Énorme. Bon, qu'est-ce qui va sortir dans 6 ans? Écoute, aujourd'hui on a des pistes. Ce sera de toute manière foncièrement lié à l'user experience, à l'expérience client.
et à l'intelligence artificielle. Oui. Tu vois bien que ça révolutionne Bien ton sûr. métier. On voit aujourd'hui comment est-ce qu'on tourne et ça va révolutionner le parcours client. Ok. Alors, du coup, on va parler de produits, d'innovation. Dans quelques jours, c'est le Silmo 2025. Vous présentez Smart Mirror AI en français. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, nous expliquer un peu le concept? En fait, Smart Mirror AI, c'est le fruit de 8 ans de développement. C'est un projet qui a duré très très longtemps. C'est le plus long projet sur lequel on est travaillé. Et en fait, l'idée, elle est simple. C'est essayons de faire l'appareil qui va nous donner la meilleure prise de mesure. Alors, tu sais, la prise de mesure, c'est on lave plus blanc que blanc. Moi, c'est encore plus blanc, moi, c'est encore plus précis. En fait, il y a 2 moyens objectifs de le mesurer. Tu as la précision absolue, puis tu as la précision relative. Sans rentrer dans des détails, ce qu'il faut, c'est que tu testes et que tu vérifies sur un mannequin fixe et tu vas regarder si tu trouves le bon écart pupillaire et tu vas faire une centaine de mesures et tu vas voir si tu as des déviations. Et en fait, nous, on a eu l'idée, à force de travailler, parce que ce qui nous anime, c'est le contact avec les opticiens. Et on a pas mal d'opticiens qui nous ont dit depuis longtemps, vous savez, moi, quand je vends des verres progressifs, j'ai pas de retour, mais par contre, je fais parfois 2 ou 3 prises de mesure, parce que je vais être sûr de ne pas me tromper dans les hauteurs. Et en fait, il faut comprendre que c'est vrai que 2 mm d'écart, on s'en rend pas compte, mais avec 2 dioptries, c'est 20% d'aberration en plus. Bien sûr. Donc ça fait du sens, c'est pas du vent. Et du coup, on a eu l'idée, on se dit pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des opticiens. Les opticiens sont de plus en plus occupés. On leur demande de plus en plus de tâches. Le tiers payant, enfin, l'administratif est tel, simplifions-lui au moins la prise de mesure. Il n'y a aucune valeur ajoutée de manipuler, de faire le bas de la lunette, le haut de la lunette. Et du coup, on a créé un système où un opticien virtuel va parler directement au patient. Si le patient a les mains dans les poches ou s'il n'est pas décontracté, ça va lui dire, excellent. Ça va pouvoir lui dire, attendez, décontractez-vous, fermez les yeux, tournez la tête à droite, à gauche, tout ça pour avoir le moins de retour possible. Et au lieu de faire une prise de mesure, ça peut faire 3, 5, 10, 50 photos. Et en fait, on va prendre la valeur médiane. C'est énorme, ça. Alors ça, c'est énorme parce que quand j'étais en magasin, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que j'y suis pas allé, mais enfin bon, quand même, j'avais des collaborateurs et je passais ma journée à leur dire, mais observez votre client. Parce que quand il arrive devant la borne et qu'il est comme ça, mais par pitié, dites-lui de se tenir normalement, quoi. Et toutes les erreurs de prise de mesure, c'était tout lié à ça. Donc ça, c'est fou, ça. Et il y a aussi ça paraît évident, mais c'est fou, tu vois. C'est vraiment fou. Et ce qui est de plus important encore, c'est que on parle que de la vision de loin, là. Mais il y a aussi la vision de près. Bah ouais. Parce qu'en fait, depuis 1994, on a quand même cet objet qui est apparu. On regarde nos notifications plus de 500 fois par jour. Et aujourd'hui, quand tu as un problème avec les verres progressifs, c'est pas la VL qui pose problème. Non. En général, c'est la VP. Bien sûr. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est que le système d'IA va leur demander aussi, prenez la tablette, lisez le texte, regardez le point rouge et on va analyser le mouvement des yeux. Et pareil, on va faire plein de photos. Et on va déterminer quelle est la position des yeux dans la lunette lorsque je regarde mon téléphone portable. Ce qui fait que plus jamais obligé de regarder son téléphone portable comme ça, mais tu pourras le regarder naturellement. Incroyable. Trop bien. Et en termes de prix, par rapport aux anciennes versions, on a un gros delta. C'est pour rassurer un peu les opticiens, peut-être? Non, en fait, il n'y a pas de delta parce qu'avant, on avait de la prise de mesure sans support et on était obligé d'acheter un iPad Pro qui valait 1 200 €. D'accord. Aujourd'hui, on peut prendre le dernier cri des iPads d'Apple avec la puce A16 qui coûte 400 €, donc 3 fois moins cher. Donc en fait, ça coûte même moins cher à l'opticien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, juste avant le Silmo, on a déjà plus de 90% des opticiens qui sont passés à l'intelligence artificielle pour le renouvellement. Magnifique. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change dans le travail de l'opticien aujourd'hui? Je crois qu'il y a une vraie révolution sur l'intelligence artificielle. Et on parlait de la prise de mesure, mais je ne suis pas là pour parler que de prise de mesure. Je suis là surtout pour faire passer un message. L'intelligence artificielle va modifier profondément le parcours client chez l'opticien. Je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, notamment par le professeur Keane en Angleterre, où avec une photo rétinienne et de l'IA, tu es capable de déterminer si tu as du diabète, ta tension artérielle, si tu as des risques d'AVC ou d'infarctus, si tu vas avoir Alzheimer ou Parkinson d'ici à 7 ans. Ça veut dire que si on essaye de se projeter un petit peu, on sait qu'on a de moins en moins de médecins, qu'aujourd'hui, par manque de soins, eh bien, on a beaucoup de gens qui découvrent trop tardivement le diabète, la tension ou l'AVC. On en entend parler un petit peu tout le temps. Et je pense que ça va changer à jamais. Alors, on a un problème de législation en France, certes. L'opticien n'a pas le droit de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'opticien n'a pas le droit de le faire. Et ça, c'est un vrai problème. Par contre, ce qui m'intéresse, parce que je pense que ça va évoluer rapidement, en Angleterre, à partir de 2026, toutes les personnes de plus de 50 ans auront droit à ce dépistage gratuit chez des opticiens qui ont fait une qualification d'optométriste. Pour toi, c'est le combat qu'il faut mener? Pour moi, c'est le combat qu'il faut mener. Alors, et une fois de plus, je le fais de manière totalement désintéressée. C'est parce que je pense
que c'est l'évolution du métier de l'opticien. On parle beaucoup de formation, de changer le diplôme, et je crois qu'effectivement le diplôme doit évoluer, mais qu'on doit donner des nouvelles qualifications à l'opticien. Je te rappelle quand même que faire une photo rétinienne, grâce aux machines modernes, c'est appuyer sur un bouton. C'est pas invasif, c'est appuyer sur un bouton, c'est à la portée de tous. Exactement. Et l'idée, ce n'est pas que l'opticien donne le diagnostic au patient, c'est plutôt qu'il puisse l'orienter vers les urgences et de pouvoir trier les patients d'une certaine manière. Si je dois résumer ce que l'intelligence artificielle va changer dans le métier d'opticien, elle va simplifier pas mal de tâches, comme la prise de mesure. Du coup, ça lui donnera du temps pour faire de la photo rétinienne. Mais surtout, pour moi, l'opticien va être le point d'entrée du système de santé d'ici à 10 ans. Un acteur des 3 O. Exactement. Ok, le message est passé. En un mot, l'arrivée de l'IA en fait, dans nos métiers, est-ce que c'est comparable à l'arrivée du numérique dans les années 2000 ? Tu vois, est-ce que c'est un gros changement, un gros chamboulement pour les gens en fait, en général ? Je crois que le chamboulement est beaucoup plus important que ce que l'on veut penser. Et une fois de plus, hein, tu sais, pendant les 2 premières années de ChatGPT, on a essayé de dire « GPT va me piquer mon travail ». Non, on sait aujourd'hui que tu te feras voler ton travail par quelqu'un qui utilise l'IA. Donc forme-toi aux outils IA. C'est pour ça qu'on encourage les opticiens à se former à tous les outils IA, parce qu'en fait, c'est dur d'être opticien aujourd'hui. Tu dois être un expert comptable, tu dois être un DRH, tu dois être un spécialiste du marketing et des réseaux sociaux, tu dois être un bon commercial et tu dois être un bon technicien pour monter des belles lunettes. Et tout ça en une personne, c'est quasiment infaisable. Avec 2 ans de formation. Avec 2 ans de formation. Donc aujourd'hui, la question c'est, l'IA va pouvoir simplifier beaucoup de ces tâches. Et donc tu vas pouvoir te consacrer sur ton métier et ton patient. Prends le train en marche. Exactement. Okay. Alors, ACEP ne fait pas que de la prise de mesure, vous faites également des outils immersifs. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Oui, en fait, on est très connu parce qu'on fait énormément de simulations à la fois de lunettes en réalité augmentée, mais surtout des verres. Des verres. Et c'est la grande nouveauté au Silmo. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait essayer les verres directement sur un iPad. Ça veut dire que tu choisis le design de verre et tu pouvais voir grâce à la caméra, grâce à une vue immersive, tu étais capable de voir le confort des différents verres. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir te montrer ces nouveaux verres sur ta nouvelle paire de lunettes. Excellent. Donc tu vas pouvoir voir le grossissement, la diminution de tes yeux, tu vas pouvoir voir avec des verres transition, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ajuster la couleur de tes teintes en fonction de la couleur de tes lunettes. Et te projeter immédiatement. Exactement. Magnifique. Ces outils, ils transforment l'expérience client en magasin ? C'est le but, hein. De toute manière. Aujourd'hui, si tu veux réussir, quel que soit ton métier, mais si tu veux réussir dans l'optique, il faut 3 choses. En 1, il faut une belle histoire. L'histoire, c'est la story, on le dit, ça marche toujours. Storytelling. En 2, il faut un excellent service. Sans service, les clients ne reviennent pas. Et en 3, il faut l'expérience client. Et si tu regardes bien les opticiens aujourd'hui, en général, ils ont tous une belle histoire. Parce que c'est un métier, tu ne l'as pas choisi par hasard. Dans l'optique, en général, on a un bon service. Parce que tu peux aller voir n'importe quel opticien, même si tu as cassé tes lunettes et même si tu n'as pas acheté chez cet opticien-là, il va te les réparer. Ça veut dire que ce qui va différencier l'opticien, ça va être l'expérience client. C'est pour ça que nous, on s'attache vraiment à aider l'opticien à faire un parcours client connecté d'une qualité exceptionnelle pour que le patient se dise « c'était tellement génial mon expérience que je vais retourner là ». Entendu, parfait. Petite pause dans cette magnifique émission pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous est destiné. Ça s'appelle Optimis Conseil. Opticien, votre magasin a beaucoup de potentiel, mais il est bien souvent sous-exploité. Aujourd'hui, avec ma vision globale du métier, mon expérience, je vais vous aider à activer des leviers, visibles ou invisibles, pour améliorer votre organisation, votre communication, votre rentabilité et bien évidemment, votre chiffre d'affaires. Communication, événementiel, politique RSE, notamment axée sur le handicap, team building, organisation du magasin, chaque détail compte et chaque détail peut faire la différence. Et en plus, nous sommes référencés Calliope, ce qui vous permettra d'avoir une prise en charge de votre OPCO très facilement. Alors n'attendez plus, les coordonnées s'affichent en bas, on est à votre disposition, que vous soyez indépendant ou sous enseigne, on va vous aider. Bonne émission. Alors moi j'ai une question, si on dézoome un petit peu de tout ça, c'est quoi ta vision du marché de l'optique aujourd'hui ? Comment ça évolue ? Quels sont les principaux changements à venir ? Comment tu analyses le marché ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? D'ailleurs, c'est amusant parce que ce soit en France ou à l'étranger, on a les mêmes mutations qui n'arrivent pas forcément en même temps. C'est-à-dire qu'en France, on était sur un marché relativement protégé parce que on a des complémentaires santé et donc 80% du marché sponsorisé. Exactement. Sauf que ce qui est arrivé aux États-Unis ou en Asie, les discounters sont quand même arrivés. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même, et même si les lunettes sont remboursées pour plus de 100 €, ils vont quand même essayer de lancer des lunettes à 39 €. Et donc forcément, ça prend des parts de marché. Bien sûr. Maintenant, il faut aussi se projeter. On sait aussi qu'il y a les lunettes connectées qui vont arriver.
20% des lunettes d'ici à 10 ans seront connectées, est-ce qu'elles seront vendues chez l'opticien ou est-ce qu'elles seront vendues en ligne? Donc, est-ce qu'on va devenir des vendeurs de verre? C'est pour ça que le métier d'opticien doit évoluer. Et tu penses quoi, toi? Moi, je suis assez pragmatique. Certes, dans le meilleur des cas, 20% des lunettes connectées seront vendues en ligne, mais grâce au vieillissement de la population, on va avoir un marché qui va avoir une croissance supérieure, organique, qui sera supérieure à 20%. Donc, c'est un faux sujet. Par contre, il y a des lunettes connectées qui doivent être vendues chez l'opticien. Et je trouve que j'ai quelques clients qui ont lancé des lunettes. Je vais te donner un exemple. Et il arrive à surfer là-dessus. Par exemple, il y a certains fabricants qui décident de travailler avec les opticiens pour faire de la course à pied ou faire du vélo. Et quand tu fais ton anamnèse et que tu détectes que le client il court à pied ou il fait du vélo, tu lui proposes cet équipement. Ça coûte 400 ou 500 euros qu'il paye de sa poche. Je peux te dire qu'à chaque fois que tu vends cet équipement-là, le patient il ressort avec un sourire et il n'a qu'une envie, c'est de prendre son vélo et essayer ses lunettes connectées pour voir sa vitesse. Bien sûr. Donc, épousons les nouvelles technologies. N'ayons pas peur et on pourra avancer. Après, les discounters, ceux dont je parlais avant, oui, ça reste un problème. Ça va continuer à exister. Maintenant, il ne faut pas se battre sur ce marché-là parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être moins cher que l'autre. Aujourd'hui, la vraie différence entre un opticien et un autre, c'est ce dont on parlait avant, c'est le parcours client. Ayons un parcours client exceptionnel et le patient n'aura aucune raison d'aller chez le discounter. Quand on parle de discounter, on peut aussi parler de répartition du marché, c'est-à-dire les enseignes, les indépendants. Est-ce que tu vois des choses évoluer en 30 ans? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont marqué en fait, les 30 dernières années, selon toi, dans le marché de l'optique en général? Écoute, moi je suis assez surpris. D'ailleurs, pour le marché nord-américain, c'est un petit peu pareil. C'est que ce soit un opticien indépendant ou un opticien franchisé, c'est exactement la même chose. Sauf que l'opticien franchisé, il a une aide pour le marketing, pour la communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, opticien indépendant, c'est pas un mauvais choix, mais il faut choisir la bonne centrale d'achat aussi, parce qu'il faut se faire aider. Comme je te disais tout à l'heure, on a tellement de tâches à faire que tu peux pas être un pro des réseaux sociaux ou du marketing et tu as besoin d'avoir une bonne centrale d'achat. Donc pour moi, c'est un peu la même chose. Que tu choisisses d'être indépendant ou d'être franchisé, par contre, fais-toi bien accompagner et choisis bien ton enseigne. Je crois qu'il faut rencontrer. Il faut aller voir. Plus que le feeling, visite un opticien qui est dans cette centrale. Très bien. Regarde son parcours client. Est-ce que l'expérience te plaît? Est-ce que tu as envie de devenir comme ça? Très bien. On va parler de formation rapidement. Après, on va parler de toi. Donc, tu vas pas y échapper. La formation aujourd'hui des opticiens, elle est ce qu'elle est, mais elle est souvent remise en question, puisqu'on parle depuis des années de faire passer cette formation en 3 ans. Moi, j'aimerais te parler de la prise de mesure spécialement. Est-ce que la prise de mesure et l'intelligence artificielle et même l'expérience client, puisque ça te tient à cœur, est-ce que tu estimes que c'est assez enseigné aujourd'hui dans les écoles? Et si ce n'est pas le cas, comment vous faites-vous pour accompagner les opticiens là-dedans? Alors, on essaye d'accompagner de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles. On a même créé une entité qui s'appelle ACEP Academy, qui a été présidée pendant très longtemps par Guy Gerbeau. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un opticien très connu. Et donc, Guy allait dans les écoles et donnait des cours. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. On a même des écoles qui s'équipent de systèmes de prise de mesure. Par contre, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. S'équiper d'un système de prise de mesure, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est autre chose. Et c'est là où la révolution de l'intelligence artificielle est intéressante. C'est qu'à partir de maintenant, tu as quasiment plus besoin de formation, puisque l'iPad ou la colonne de prise de mesure va détecter si la position du patient n'est pas naturelle. Donc en fait, ça va te permettre de ne pas faire d'erreur. Et l'idée, c'est surtout, aujourd'hui, nous, on fait plutôt des formations sur le parcours client. C'est-à-dire pas forcément sur des produits spécifiques, mais le parcours client, ça va jusqu'à la livraison de l'équipement. Même si c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, parce qu'on pense que c'est là-dessus où l'opticien peut faire la différence. Sur le côté prise de mesure, nous, on va faire quelque chose de tellement automatisé qui va avoir du temps, justement, pour faire une belle anamnèse avec son client et bien accompagner son patient. Il y a un sujet dont tu voulais pas forcément parler pour pas mettre ça en avant, mais moi je tiens à t'en parler, c'est Capcode. C'est une association que tu as fondée pour former des jeunes de banlieue particulièrement aux outils informatiques, pour leur donner des chances dans la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Écoute, en 30 ans, j'ai quand même réalisé très rapidement que c'était difficile de recruter des talents dans le numérique. C'est compliqué et tu les gardes pas très longtemps, surtout à Paris où tu as une grosse concurrence. Et d'un autre côté, on a un chômage des banlieues qui est assez important et on a eu une idée toute bête, c'est tiens, si on allait donner des cours d'informatique dans les quartiers prioritaires, à l'âge de 6 ans, on va faire une expérience et puis on va regarder comment les enfants évoluent. C'est pour ça que j'en parle pas, c'est pour ça que c'est pas sur le site internet, parce que pour moi c'était une expérience. Et donc on a commencé il y a quasiment 7 ans à aujourd'hui, on a commencé avec des enfants de l'âge de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans, de 15 ans. Et on a regardé l'expérience. Et l'année dernière, on est très fiers parce qu'on a eu le premier ingénieur qui sort de la cité de Stein. Excellent.
Et du coup, des bénévoles m'ont rejoint. Frédéric Lefranc, l'ancien patron de PPG, qui est à la retraite aujourd'hui, qui est venu me rejoindre. Et on est passé de 50 à 700 enfants et on fait 500 enfants dans les quartiers nord de Marseille. Le problème, c'est que aujourd'hui, ACEP donne énormément de ressources, mais on a besoin de ressources supplémentaires parce qu'il y a des besoins partout. Donc, pas mal d'entreprises dans l'optique nous aident. Donc, j'en parle comme ça à droite, à gauche, mais pas vraiment comme ça devant un média. Si vous avez une idée, une manière de nous aider, des dons d'ordinateur ou même payer des cours pour les enfants, 1 heure de cours à un enfant, c'est 5 €. Aujourd'hui, nous, quand on prend un enfant, c'est 30 semaines, 1h30 par semaine. Par contre, je peux te dire que lorsqu'ils commencent avec nous et qu'ils ont 6 ans, ils arrivent, ils prennent NSI, Sciences de l'ingénieur, ils ont 17 sur 20 au bac. C'est un bac général et en général, ils rentrent dans les meilleures écoles, en tout cas les meilleurs BTS et ensuite les meilleures écoles d'ingénieurs. Tu leur donnes une chance qu'ils n'auraient jamais eu en fait si ça n'existait pas, ou en tout cas pas par toi, si quelqu'un d'autre l'aurait inventé. Il l'avait inventé, mais tu leur donnes une chance qu'ils n'auraient pas eu. C'est un impact social. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi qui t'anime en fait? Écoute, je crois qu'il y a un moment de ta vie, tu as des enfants, j'ai un moment de ma vie où j'ai mes 3 enfants, le dernier a passé le bac l'été dernier, et tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord, j'ai changé la vie de 3 enfants, c'est bien, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et je pense que tout le monde cherche un sens, et je cherchais quelque chose qui me concernait, et un jour au CES, j'ai vu une école d'informatique, et ça a fait tilt, je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut tenter. Bravo. Le site internet pour celles et ceux qui veulent regarder? Capecode, CAPECODE.eu. Et si tu veux, je t'inviterais volontiers à venir à Stein pour voir un des ateliers que l'on fait. On peut même faire mieux. On peut même filmer, comme on a fait au Sénégal. On est allé filmer une mission humanitaire. Le film est sorti il y a quelques semaines. Et on pourrait même filmer pour montrer ce que vous faites. Avec grand plaisir. Et en faire une émission Optimist TV. Exactement. On fait ça. Très bien. Le rendez-vous est pris. Allez, on va parler de toi. Comment se déroule une journée type? Écoute, déjà, on va dire qu'il y a une semaine sur 2, une semaine sur 3, je ne suis pas à Paris. J'ai voyagé parce qu'on a des filiales, donc moi ce qui m'intéresse c'est le contact avec le client en plus. Donc c'est hyper important de rencontrer des opticiens. Donc la semaine type à Paris, en général c'est réunion dès le matin, un visio. Jusqu'à l'année dernière, je dis l'année dernière puisque mon fils vient d'avoir le bac, à 12h30 je m'arrête, je vais déjeuner avec mon fils. C'est quelque chose que tu t'es fixé? Ça fait 10 ans que je fais ça. Exceptionnel. Je déjeune, en fait je voyage, mais je ne veux pas regretter plus tard d'avoir loupé certaines choses. Et je me suis dit, je vais être présent lorsque je suis à Paris. Et donc, j'ai 3 fils. Au début, je déjeunais avec les 3, puis après 2, et puis maintenant 1. Et puis maintenant, malheureusement, il part en Angleterre. Donc, ça va être compliqué le midi. Voilà, ça va être dur le midi. Tu t'es imposé. Ouais. Et donc, je déjeune avec mon fils. Ensuite, je reviens au bureau. Et en général, une journée de travail, ça se termine vers 19h30. Parce qu'en fait, les États-Unis ouvrent. Et donc là, on commence à recevoir les appels US. Sauf 2 fois par semaine. Lundi, mercredi, sport. Obligé, hygiène de vie obligatoire. Magnifique. Tu fais quoi comme sport? Je vais à la salle, juste pour s'entretenir. Et d'ailleurs, on le fait aussi dans l'entreprise. C'est quelque chose qui nous est venu au moment du Covid. Pour essayer de garder du lien, on a pris un coach et on se connectait tous en visio et on faisait tous du sport en même temps et on a décidé de le garder. Je postulais du coup. J'ai deux, trois trucs à faire sur mon corps. Combien de collaborateurs chez ACEP? Alors, en France, on est 35 collaborateurs, mais on a aussi une filiale en Espagne, une filiale aux États-Unis et une filiale au Japon. Et ton équipe, elle est constituée de... C'est quoi les profils alors? Alors en fait, quand je parle des 35, c'est sur ACEP France. Et après, il y a la société de développement. Et là, on a 28 développeurs. Donc, ça fait du monde quand même. Ça fait du monde, mais si on parle chiffres, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 300 000 opticiens dans le monde. Et on a 45 000 licences. Alors tu vas me dire, c'est très bien, ça fait quasiment 15%. Mais on n'a toujours pas atteint... Mais pourtant, c'est pas assez. C'est pas assez. Aujourd'hui, il faut travailler le parcours client et je crois que grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable d'équiper encore plus d'opticiens. C'est quoi ta plus grande fierté de toutes ces années avec ACEP? Ou avec Capecode? Écoute, je crois que la plus grande fierté, c'est forcément Capecode. Parce que j'y étais à la fin de la saison dernière, en juin, pour la dernière séance. C'est un moment exceptionnel de voir des gamins de l'âge de 8 ans qui commencent à programmer. Tu te dis waouh. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'avec l'équipe de Capecode, on se remet beaucoup en question en se disant, mais il faut que je les forme bien. Donc on intègre déjà l'intelligence artificielle. Donc je dois programmer avec l'IA parce que sinon je vais me faire piquer mon job. Oui, sinon, on le train en marche pareil. Hein. Et juste une chose à propos de Capecode, parce que je parle beaucoup, ça s'appelle code et je parle de coder, mais on ne forme pas que des développeurs. Hein. L'idée, c'est on les forme à tous les métiers, que ce soit graphiste 3D, développeur, intelligence artificielle ou robotique. L'idée, c'est vraiment qu'ils trouvent leur voie. En fait, tu sais qu'on ne connaît pas la moitié des métiers de demain. Par contre, on sait qu'ils toucheront tous au numérique. Mais bien sûr. Donc, de près ou de loin. Formons-les pour cela. Il me reste 2 questions. L'avant-dernière, c'est est-ce qu'il y a une rencontre, un livre,
quelque chose qui a marqué ta vie profondément? Alors, un livre, je suis content que tu poses cette question parce que alors chaque fois j'ai la même réponse, mais j'en ai jamais parlé sur un interview optique. J'encourage tout le monde à lire la biographie de Steve Jobs. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça a été écrit par Isaacson, je crois. Et je vous fais juste le pitch. Avant de mourir, il sait qu'il va mourir. Il donne à Isaacson 30 noms de 30 personnes qu'il aime et qu'il l'aime pas. Et il dit, écoute, ta carte blanche, tu écris ma biographie. C'est passionnant. Et tous les ans, je l'offre à un collaborateur différent parce que je pense que c'est un vrai exemple pour nous. Cette opiniâtreté et ce souci du détail est quelque chose qu'on aimerait avoir chez ACEP, aussi bien que chez Steve Jobs. Donc on peut apprendre de ce livre. Oui. Comme toi, tu as appris. Oui. Et petit conseil, même si vous ne parlez pas parfaitement l'anglais, il est écrit avec peu de mots compliqués. Essayez de le lire en anglais, c'est vraiment fabuleux. Ça permettra en même temps d'augmenter son niveau d'anglais, ce qui fait de mal à personne. Et enfin, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin, après 30 ans, à développer ta boîte? Alors, je vais te faire une confidence. Mais je t'écoute. Personne ne nous regarde. Tu peux y aller. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais depuis 30 ans. Et tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? J'espère que je continuerai à faire exactement la même chose. J'ai énormément de plaisir à créer, imaginer les nouveaux logiciels. Et je crois que même beaucoup de mes collaborateurs ont cet amour. Et je suis très content lorsque j'ai un collaborateur qui part à la retraite qui me dit « Écoute, je voudrais retravailler un peu parce que ça me manque. » Et là, je suis très très fier parce que je pense que voilà, on est sur une bonne énergie. Parfait, bravo. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment. Écoute, j'ai été ravi de te rencontrer. Mais pareillement, on a plein de choses à faire ensemble, je pense. Merci beaucoup. On a parlé technologie, on a parlé formation, on a parlé intelligence artificielle, on a bien sûr parlé d'optique. On est là pour ça. Dans quelques jours, c'est le Silmo. Vous serez tous présents. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Prêts. Alors, on affiche le numéro du stand pour vous retrouver. Avec plaisir. On peut peut-être boire un petit apéro éventuellement. Ouais, on vient prendre un petit déjeuner et un apéro le soir. Alors, on sera présent. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet d'ACEP, sur évidemment LinkedIn, parce que tu es présent sur LinkedIn. LinkedIn, Instagram. Instagram, il est partout. C'est un homme connecté. On l'a dit pendant 30 minutes. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite et dans quelques jours aussi le mot. Passez une bonne journée. À bientôt sur Optimis TV.